Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Imo. Bonjour à tous, de retour sur le plateau de Radio Imo pour ce troisième jour du MIPIM 2024. On est toujours à Cannes et j'ai le plaisir de recevoir Cédric Delétrange. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Vous êtes président de Axe Immobilier. Alors est-ce que peut-être on peut commencer par présenter Axe Immobilier, votre activité principale ? Alors Axe Immobilier est un groupe immobilier, je dis groupe parce que nous avons plusieurs activités, la promotion qui est évidemment le navire amiral et l'activité principale, la maîtrise d'ouvrage parfois pour d'autres, la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre d'exécution. D'accord. Ce qui est une spécificité chez les promoteurs qui souvent sous-traitent la maîtrise d'œuvre d'exécution et pour nous la question de l'exécution, la question de la qualité des prestations est tellement déterminante que c'est intégré à notre équipe, y compris dès le début, dès le moment où on étudie un projet. Donc le groupe est né en 1993, fondé par deux grands professionnels de la construction et du développement, Alain Benet et Alain Delaporte, qui sont toujours actionnaires majoritaires aujourd'hui à mes côtés. Je les rejoins en 2020 comme directeur général et j'en suis président depuis l'année dernière. Vous arrivez donc en 2020. Avant, qu'est-ce que vous faites dans votre carrière ? Moi, j'ai eu plusieurs vies. Je n'ai que 48 ans. J'ai eu 3 vies, si j'ose dire. C'est comme les chats qui ont cette vie. J'ai été d'abord au fonctionnaire à Bercy, notamment au cabinet du ministre des Finances dans les années 2007-2010, où je me suis notamment occupé de dynamiser la gestion du patrimoine immobilier de l'État et de l'État en tant qu'utilisateur de surface immobilière. Et ensuite, j'ai passé presque 9 ans dans le groupe Bouygues, chez Bouygues Immobilier, notamment dans les activités de développement tertiaire. J'ai notamment dirigé l'activité de redéveloppement. On va en parler peut-être, je pense, parce que c'est un grand savoir-faire auquel nous sommes très attachés chez Axe Immobilier. Et puis donc j'ai rejoint Axe en 2020. Alors, il ne vous a pas échappé, hein. Je pense que l'on vit une crise de l'immobilier. Ah non, ça ne m'a pas échappé. Voilà, surtout en tant que promoteur. Quel est votre regard sur cette crise ? Qui était attendue quand même, hein. Ça fait 3, 4, 5 ans qu'on se dit que la crise va arriver. Ça y est, elle est là. Quel est votre regard sur la crise ? Comment est-ce que vous l'interprétez ? Elle était attendue. Maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle a commencé. Quand vous dites elle était attendue, c'est vrai et c'est faux. Elle était attendue parce qu'on savait que on se disait, ça va arriver. La demande était dopée par la conjoncture monétaire et par les taux d'intérêt. Beaucoup plus par ça que par les questions de dispositifs fiscaux. C'est l'ancien budgétaire qui vous le dit, c'est pas ça qui pèse. Mais elle était tellement attendue qu'à force de l'avoir annoncé, on pensait qu'elle ne viendrait plus. Et sa brutalité, parce que pendant des années, on a parlé de soft landing en matière monétaire, et le landing n'a pas été soft du tout. Le relèvement des taux, il s'est fait en 3 mois. 10 hausses successives en 3 mois. Oui, enfin, il s'est fait en 3 mois à l'été 2022, l'été meurtrier. Et ça veut dire qu'effectivement, comme on est dans une activité, comme vous le savez, où les projets durent entre 3 et 5 ans, si vous êtes engagé dans un projet et que ça se produit en plein milieu, forcément votre projet est compromis parce que les coûts de financement sont plus les mêmes, les prix de sortie ne sont plus les mêmes, le marché ne répond plus forcément et vous avez des problèmes d'écoulement au-delà même de la question du prix. Et puis ça s'est conjuré, si j'ose dire, avec la question des coûts de construction à ce moment-là. Alors ces 3 crises finalement, elles ont coexisté, ce qui a été dramatique. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la question des coûts de construction se calme parce que, d'une part, les prix des matériaux et de l'énergie ont baissé et qu'il y a un effet carnet de commande chez les entreprises. Donc celle-ci peut probablement améliorer un peu l'équilibre des opérations. La véritable difficulté aujourd'hui, évidemment, ça reste la conjoncture monétaire, mais il ne faut pas oublier que derrière cette crise de la demande, il y a une crise qui nous préoccupait beaucoup, qui était préexistante, qui était celle de l'offre. C'est-à-dire que ça fait, grosso modo, depuis 2020, que nous avons, notamment en matière de logement, un système malthusien, pour des tas de raisons dont on peut parler si vous voulez, qui font qu'il n'y avait pas suffisamment d'offres. Alors aujourd'hui, on le voit moins. On estime à 500 000 par an le besoin de logement. On dit toujours qu'il faut 400 à 500 000 par an, et là on descend en dessous des 300 000. Et en fait, je pense qu'on va avoir, entre 2020, où cette crise foncière, si j'ose dire, en tout cas cette crise de la constructibilité a commencé, pour des raisons à la fois politiques, de finances locales, la suppression de la taxe d'habitation par exemple est une erreur, jusqu'à probablement la fin d'un cycle électoral qui va inclure les municipales, la présidentielle, ça, on risque d'avoir 6-7 ans perdus pour le logement. Et si vous manque 200 000 logements par an pendant 7 ans, c'est quand même plus d'1 million de logements qui ne se rattrapent pas. On a bien compris que le gouvernement n'était pas fan on prépare aussi la pénurie de demain, d'après-demain. Le gouvernement a mis entre parenthèses pendant au moins 5-10 ans de mandat l'immobilier. Moi, je ferai pas de procès d'intention sur le sujet, d'une part parce que
être favorable ou pas à l'immobilier. Bon, on sait bien que c'est une tentation, là aussi c'est l'ancien budgétaire qui parle, de considérer que l'immobilier c'est une assiette fiscale non délocalisable, donc effectivement c'est une assiette fiscale assez sûre et donc on peut avoir tendance à taxer, à surtaxer. C'est un peu ce qui se produit et ça commence à devenir un vrai enjeu, notamment pour l'investissement. Ensuite, il y a la politique d'un certain nombre de collectivités locales qui peut être beaucoup plus malthusienne, je l'ai dit. Mais l'enjeu n'est pas celui-là, c'est pas d'aller demander des fonds publics, c'est pas d'aller demander aujourd'hui de l'argent public dont on sait qu'il n'existe plus, ou en tout cas qu'il n'y a plus les marges de manœuvre budgétaires pour le faire. On n'est plus en 2008-2009 où on peut redémarrer le marché avec un avantage fiscal. La situation est différente. Je pense que c'est plus le système lui-même, à la fois dans ce qui est autorisé à construire, dans quelles conditions on fait différents types de logements, dans quelles conditions on recycle du bâti, parce qu'on a un vrai enjeu, notamment nous on est promoteurs de bureaux à l'origine, on a un vrai enjeu de surstock, enfin de stock obsolète, de stock trop ancien, qui est nuisible, donc il faut pouvoir le reconvertir, aujourd'hui c'est très difficile. Donc tout ceci fait que c'est plus aux causes structurelles, et notamment le fait que l'investissement immobilier aujourd'hui n'est plus du tout intéressant parce qu'il est surfiscalisé, il y a le problème des relations entre les bailleurs, les locataires, etc. Qui fait que, bon, aujourd'hui on a tout fait pour décourager l'investissement immobilier et le résultat c'est qu'on se dit, il n'y a plus d'offres locatives. Forcément, puisqu'on a tout fait pour le désavantager, sauf une offre locative qui, in fine, est financée par la Caisse des dépôts, Action Logement, enfin quand même des prélèvements obligatoires pour simplifier. Ça choque un peu le rigoriste budgétaire que je suis. Donc le principe, c'est qu'il faut permettre de recréer de l'attractivité pour l'immobilier, à la fois pour les acquéreurs, parce que le parcours résidentiel, c'est un acquis social en France, c'est important, et d'autre part pour des investisseurs qui contribuent à développer l'offre immédiate, l'offre locative qui est nécessaire, et globalement à augmenter la taille du parc, parce qu'on en a besoin. Parce que le paradoxe, c'est que finalement, on pourrait se dire c'est bien, les prix baissent, tant mieux, ça va augmenter le pouvoir d'achat immobilier. Mais sauf que ce qu'on crée, c'est un système où il n'y a pas assez de logements pour répondre aux besoins. Ouais. Alors que le besoin, il est de plus en plus important pour des raisons démographiques, sociologiques. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de mètres carrés de logement qu'avant. On a besoin de moins de mètres carrés de bureaux, mais de plus de mètres carrés de logement. Et aujourd'hui, on ne les produit pas. Et encore une fois, on va accumuler un retard qu'on ne rattrape pas. Surtout que les Français ont perdu, a priori, en pouvoir d'achat, une pièce sur ces dernières années. Ce que le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, a annoncé ici au Salon MIPIM il y a 2 jours, un choc d'offres. Simplification de l'offre, c'est bien, ça va dans le bon sens. C'est bien, je pense qu'il faut aller plus loin dans la simplification, il y a des choses à faire. Tu parlais de la transformation de bureaux en logement à l'instant. Il y a à mon avis besoin de s'affranchir de quelques règles, notamment fiscales, notamment SRU, pour avancer en ce domaine, parce que sinon on risque de se retrouver avec des intentions, mais l'équilibre des opérations est tellement difficile que finalement ça ne sortira pas, et on va garder cet effet. Vous avez dans les 5 millions de mètres carrés en Ile-de-France qui sont vacants, ce qui est quand même un taux de vacances de l'ordre de 8% qu'on n'avait jamais connu. On va garder finalement une espèce de fond de cuve dont on sait qu'il est plus vraiment commercialisable, mais qui tire les loyers à la baisse, qui est de mauvaise qualité. Et alors même que c'est convenablement situé, finalement, ça serait remarquable d'en faire du logement. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc moi, je soutiens tout à fait ce qui a été annoncé, mais il faut continuer, non pas avec des mesures, encore une fois, qui aura un coût pour les finances publiques, c'est pas le sujet, mais avec des mesures qui adaptent des freins qui, aujourd'hui, sont souvent un peu absurdes. On navigue parfois en absurdistan, comme on dit quelques auteurs, en matière de développement. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que tout est fait pour ne pas faire de logement. Ouais. Oui, alors qu'il faut absolument. Justement, pour faire tout le reste, alors ça c'est très bien, on est toujours bienvenu. Et dès qu'on parle de logement, on sent qu'il y a souvent une forme de réticence. Et ça n'a pas de sens. Il faut à un moment, c'est très bien de faire des résidences gérées, c'est très bien de faire du co-living. Moi j'y crois beaucoup. Ça répond à une demande. Vous y croyez au co-living ? Ah oui, enfin le co-living étudiant, le co-living jeune actif, ça répond à une demande. Une nouvelle manière de vivre. C'est une nouvelle manière de vivre. Et c'est aussi un rapport qualité-prix pour un jeune actif, de la manière dont il peut se loger tout en maîtrisant ce budget qui ne doit pas lui consommer 40 ou 50% de son revenu quand il est jeune et qu'il a un salaire pas très élevé. Dans les années à venir, il y a peut-être aussi une autre manière de consommer le logement qui sera totalement différente de ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Absolument, mais dans le fond, il y a quand même besoin de logement, parce qu'on l'a dit, il y a la décohabitation, il y a la poussée démographique, il y a la métropolisation qui en fait continue. On s'est demandé au moment des confinements si les métropoles allaient se vider, c'est pas vrai. Pas du tout. Il y a eu un mouvement, mais... Et les centres-villes, eux, se vident un peu, en fait. C'est un peu paradoxal, il y a l'effet, effectivement, bizarre des résidences secondaires, du Airbnb, etc. Une ville comme Paris perd des habitants tous les ans. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, la mairie a raison là-dessus. Oui, mais les gens quittent le centre-ville, mais restent quand même en périphérie de la ville. Donc il faut bien les loger. Exactement. Alors ça, c'était pour la crise.
Vous êtes président de Axe Immobilier. Quelles sont vos grandes problématiques du moment, puisque la promotion, le côté promotion, j'imagine, n'est pas très en forme. Est-ce que vous avez d'autres axes stratégiques Mais moi, je crois, enfin, évidemment que la promotion aujourd'hui est en plein milieu de ce qu'on appelle un effet de ciseau. C'est-à-dire, vous avez les coûts d'avant et les prix d'aujourd'hui, et voire les prix de demain qui ont baissé, donc forcément, c'est risqué. Pour autant, on a la chance de ne pas avoir pris de risques démesurés dans le passé, que ce soit en matière de foncier de travaux. Donc, on n'est pas inquiet, on n'a pas de risque vital, pas du tout, ni sur le financement. Et nous sommes plutôt dans une optique contracyclique, toujours. C'est-à-dire que quand le foncier était trop cher, on disait non, désolé, là, on n'y va pas. Alors, effectivement, parfois, on se disait, on aurait peut-être dû, parce que d'autres l'ont fait. À l'inverse, aujourd'hui, on se dit, il faut préparer la sortie de crise, avec l'incertitude de savoir quand sera la sortie de crise. Mais il faut préparer la sortie de crise de manière prudente, mais décidée. C'est pour ça, par exemple, qu'un savoir-faire, j'allais presque dire ancestral, en tout cas trentenaire, d'Axe Immobilier en matière de reconversion patrimoniale, immobilière, de bâtiments de standing, notamment dans le QCA parisien, pour en faire il y a des immeubles de bureaux qui sont dans un état quand même assez fou. Même dans le QCA. Ah oui, même dans le QCA, vous en avez qui menacent l'une. Et donc, il est temps aujourd'hui d'en faire un bel outil de travail, un bel objet d'investissement, un beau cadre de vie pour les entreprises qui s'y installeront, et donc ça sera aussi la vitrine, un moyen d'attirer des talents. Et ça, on y travaille. C'est pour ça que depuis 15 mois, on a acquis 3 immeubles dans Paris pour faire ce type de redéveloppement. Et on y croit beaucoup parce que la sortie de crise, elle viendra. Et à ce moment-là, on sait bien quels sont les marchés qui restent attractifs aujourd'hui en location déjà et demain aussi en investissement. Donc ça, on y croit beaucoup. Et puis avec ce savoir-faire dont je parlais à l'instant, de redéveloppement, eh bien nous pensons aussi que nous avons un rôle à jouer dans évidemment dans le développement du logement en général, mais en particulier dans cette transformation. Transformation de bureaux en hôtel, transformation de bureaux en logement, transformation de bureaux en co-living. Est-ce que vous y croyez à ça ? On y croit. Alors, il y a un taux de vacances quand même sur les bureaux qui est de plus en plus important. Ce que je disais, il est très élevé. Alors la transformation de bureaux en logement, beaucoup en parlent moins à la fond, parce que c'est pas facile, évidemment. C'est un peu, ce serait la grande solution. Il y a trop de bureaux qui sont inoccupés. Oui, c'est vrai. Et qui resteront inoccupés. Donc notre conviction, c'est que cette transformation, elle est possible. Axe l'a fait dès la crise des années 90, et on l'a refait encore il y a 3 ans avec un très bel immeuble à Asnières. On va continuer. Il y a une possibilité qui est offerte par le fait que les valeurs de référence baissent actuellement, et beaucoup de propriétaires les voient baisser d'évaluation semestrielle en évaluation semestrielle. Donc on peut davantage équilibrer les bilans, c'est pas toujours facile, aujourd'hui on n'y arrive pas, c'est pour ça qu'il y a peut-être des évolutions réglementaires ou fiscales à apporter, mais en tout état de cause, il y a une fenêtre de tir que collectivement, il ne faut pas qu'on rate, parce qu'on pourrait faire quelques dizaines de milliers de logements, par exemple en Ile-de-France, ce qui n'est pas rien à l'échelle du marché, et ce serait dommage de le rater, parce que d'une part ça crée du logement utile, ou des résidences gérées, et d'autre part ça permettra de nettoyer le marché du logement d'éléments qui finalement n'y ont plus leur place et qui le désorganisent un petit peu. Alors, on est au début de l'année 2024 sans sortir la boule de cristal et faire des prédictions qui pourraient s'avérer inexactes. Comment est-ce que vous la prévoyez cette année pour vous, pour Axe Immobilier ? Alors nous, on la prévoit à continuer à travailler à ce développement, et encore une fois de manière à la fois prudente et offensive. On la prévoit également en se projetant dans un monde futur où il y aura à nouveau un marché. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme finalement il n'y a plus vraiment de transactions, il n'y a plus vraiment de marché, on ne sait plus quelle est la valeur des actifs. C'est vrai pour les logements, comme c'est encore plus vrai pour les bureaux, où finalement il n'y a plus vraiment de taux de capitalisation de référence pour les différents types d'actifs, ce qu'on appelle le prime, le core plus, ou le value add. Et donc il n'y a plus de valeur long terme. Donc ça reviendra quand les taux se seront stabilisés et quand finalement ce sera recréé une espèce d'échelle des prix. Alors est-ce que c'est en 25, est-ce que c'est en 26, je ne sais pas, mais nous on s'y prépare. Ok, génial. Merci beaucoup Cédric Delétrange. Je rappelle que vous êtes président de Axe Immobilier. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner quelques mots sur ce salon MIPIM 2024, et je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci à vous. Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Imo.